J'ai le plaisir de vous présenter Phil Armstrong. Il est le président et chef de la direction de Mecanthium Ventures Inc., qui est une firme de consultation en placement qu'il vient de lancer. Plus tôt cette année, Phil a pris la retraite de son poste de vice-président à Lifeco. C'est une entreprise de holding qui a la plus ancienne compagnie d'assurance au Canada, le deuxième plus grand gestionnaire de fonds de pension au Canada et gère plus de 2 trillions en actifs sous administration. Phil a mené des expansions, des transformations technologiques pour les plus grandes firmes de services financiers au Canada. Il a été conseiller, auteur et investisseur en FinTech avec plus de 40 ans d'expérience en services financiers. En 2020, Phil a été intronisé dans le temple à renommée des chefs de l'informatique. Félicitations, Phil. Il a commencé sa carrière après avoir obtenu un bac en technologie de l'Université Leeds du Royaume-Uni, suivi d'un bac en commerce de l'Université York à Toronto. Veuillez accueillir avec moi Phil Armstrong, qui nous joint de Tndga à l'extérieur de Hamilton, en Ontario. Bonjour tout le monde. Bonsoir. Peu importe le fuseau horaire dans lequel vous êtes aujourd'hui. J'ai le plaisir d'être ici. Je suis Phil Armstrong. Je suis président et chef de la direction de Mecanthium Ventures, une firme de consultation en placement technologique. J'ai passé les 43 dernières années dans 49 pays différents en travaillant dans le secteur général de la technologie. J'ai mené des transformations pour les plus grands établissements financiers. J'ai travaillé sur l'augmentation des mesures de protection contre la cybersécurité en tant que membre de conseils d'administration de différents conseils au cours des dernières années. Dans mes activités dans les conseils d'administration, je peux travailler avec les plus grandes entreprises et des marques de renommée. J'ai pu en apprendre sur leur cadre et leur personnel exceptionnel. Par Mecanthium Ventures Inc., j'offre des conseils stratégiques à ces entreprises. Aujourd'hui, mes clients comprennent les plus grandes entreprises de cybersécurité dans le nuage et les plus grandes agences de consultation technologique. En 2020, je suis devenu le seul chef de l'informatique qui a été intronisé dans le temple de la renommée des chefs de l'informatique. On m'a décrit comme le troisième plus grand cadre dans ce secteur de sécurité. Je suis certifié C3, je suis auteur, conseiller et investisseur en technologie. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler des résultats de centaines de discussions que j'ai eues qui pointent vers une grande transformation qui se produit dans des organisations partout au monde alors qu'elles se préparent à une nouvelle ère de défense numérique, ce que j'appelle la grande cyber-réinitialisation. Je vais vous donner le contexte et un point de départ pour cette présentation. Lorsque nous avons créé des ordinateurs comme outils stratégiques d'affaires, nous avions une architecture de château pour protéger les actifs et notre identité. Nous avons entouré le centre de données avec des murs protégeant les interactions entrantes et sortantes par les murs. Derrière les murs, il y a le réseau d'affaires, les applications et les données sensibles. On l'appelait la zone démilitarisée avec des technologies pour inspecter la circulation et authentifier les utilisateurs pour des privilèges d'accès. Les routeurs, les pare-feux et les appareils dans le DMZ effectuaient des fonctions particulières et contenaient des règles codées. Le DMZ est fragile, il coûte cher à faire fonctionner, il est difficile à gérer. Les
modifications de maintenance peuvent provoquer des pannes courantes. Tout ceci a changé complètement avec l'introduction de l'Internet. Avec les avancées dans le réseau 5G, l'info nuagique, la mobilité, l'Internet des objets, l'intelligence artificielle et l'apprentissage machine, les changements ont accéléré aussi avec la pandémie en amenant un besoin de transformation accélérée et de télétravail. Nous avons développé des puces de plus en plus rapides. Nous avons l'accès de partout avec l'informatique mobile. Nous avons plus d'agilité, de l'analyse de données et nous avons tout connecté au réseau mondial avec l'Internet des objets, tels que les thermostats, les ampoules, les montres, les réfrigérateurs, les usines, les capteurs de fabrication, les véhicules et même les vaches. Une estimation récente démontre 31 milliards d'objets intégrés à l'Internet des objets. C'est à peu près 4 appareils pour chaque personne au monde, en amenant des données en temps réel dans des grands dépôts de données, ce qui n'inclut pas les ordinateurs portables, les ordinateurs de bureau et les appareils intelligents. Donc, le modèle de la forteresse n'est plus pertinent. Tout est connecté. Lorsque différents fournisseurs d'infos nuagiques ont remplacé le centre de données en répartissant les actifs numériques dans différents points d'accès parmi différents fournisseurs et différentes régions géographiques. Le réseau s'est relocalisé sur l'Internet, ce qu'on appelle l'informatique de périphérie, la mort du réseau d'entreprise et l'abondance d'accès à Internet signifie que les organisations doivent être très prudentes lorsqu'elles valident l'identité avant de vous permettre d'avoir accès aux ressources électroniques d'organisation, ce qui augmente la popularité et la sophistication des solutions de gestion identitaire, renforcées par l'authentification à 2 facteurs ou plus afin de pouvoir mitiger les risques de vol d'identité. Ce monde de plus en plus connecté où les clients, les fournisseurs et autres acteurs ont accès à des ressources numériques par leur propre appareil, ce qui a mené à de nouvelles opportunités pour que les cybercriminels puissent mener leurs activités. Les cybercriminels peuvent maintenant se cacher. L'utilisateur moyen peut seulement avoir 4 de l'Internet avec un furteur de base avec le fournisseur de services de base, ce qu'on appelle la partie visible. Le reste du 96 constitue le web obscur. Ce contenu peut être accédé avec des furteurs courants, mais dans certains cas, c'est très dangereux pour des personnes qui explorent et transigent sur le web obscur. Il y aura des furteurs qui protègent l'identité comme le Tor. L'Internet obscur comporte des milliards de terabits d'octets, l'équivalent de 900 millions de sites Web. Les plus grands acteurs sont Empire et Nightmare, où il est possible d'acheter tout légalement ou il est illégalement. Une carte de crédit volée récemment coûte à peu près 9 dollars. Les 3 catégories les plus visitées dans ces supermarchés du dark web sont 1, les armes, 2, la drogue et 3, les trousses de piratage. C'est curieux de voir l'augmentation de la popularité des trousses de piratage. Les cybercriminels forment des groupes, des alliances conçues pour rassembler leurs compétences et coopérer ensemble pour créer une industrie particulière, une technologie servant au piratage. Le code sera co-développé et crée le manuel d'utilisation, donner des instructions pour éviter la détection en utilisant les différents logiciels de rançongiciel avec un partage du butin lorsque vous achetez une trousse de 50 dollars.
C'est tout ce que ça prend pour devenir un pirate. Avant, les acteurs de nation étaient les seuls acteurs qui avaient les espions logiciels et les logiciels malveillants pour faire ce travail. N'importe qui peut maintenant mener ces attaques. On peut voir des attaques partout au monde qui deviennent de plus en plus complexes. Certaines de ces applications malveillantes ont des nouvelles capacités de ne pas se faire détecter en utilisant l'intelligence artificielle pour remarquer qu'elle se fait examiner dans une chambre de confinement. Le logiciel malveillant peut le détecter et attendre de trouver un environnement plus sécuritaire pour se déployer. Lorsque vous regardez la plupart des infractions en entreprise, la première étape préférée de l'attaque se fait par courriel. Le courriel sert à voler des identités, se déplacer latéralement dans le réseau, mettre à jour des droits d'utilisation et utiliser les rançongiciels. Il s'agit de la chaîne la plus réussie d'attaque. Nous avons vu une transformation dans les comportements criminels récemment. Lorsque les criminels attaquent des organisations plus petites et vulnérables et les profits augmentent par le volume d'actions. Les criminels cachent ces logiciels malveillants par différents systèmes de camouflage. Avec un rapport récent, on a vu une augmentation de 314 de ce système. 91,5 des logiciels malveillants sont cachés dans la circulation cryptée. Seulement 20 des organisations à l'échelle mondiale vont signaler qu'elles ont les moyens de pouvoir inspecter la circulation cryptée. Il y a un manque d'arrimage, ce qui met un fardeau financier sur les organisations attaquées. Plus le logiciel malveillant est disponible et coûte moins cher, il faut avoir une défense de plus en plus sophistiquée qui coûte de plus en plus cher. Il y a plus de probabilité que vous allez avoir une violation. Le rapport d'IBM sur le coût d'une cyberinfraction a vu une augmentation de 10 en moyenne d'un coût d'une cyberinfraction, ce qui a passé de 3,8 millions à 4,4 millions de dollars américains. Des statistiques intéressantes montrent que le coût des infractions dans le secteur public a vu une augmentation de 78 avec la santé et les services financiers qui sont les secteurs les plus ciblés. La moyenne de jours pour identifier et restreindre une infraction est 287 jours. C'est presque 9 mois et demi. Ces chiffres amènent les entreprises à considérer la cyberassurance, mais c'est presque impossible à acheter avec des assureurs qui vont regarder un ratio de perte 1 pour 4. J'ai vu des assureurs qui vont créer des polices qui excluent les rançons logicielles de leur couverture. La pandémie a augmenté les opportunités et le niveau d'activité des cybercriminels. Comparetech a rapporté en 2020 que 67 des organisations ont vu des logiciels malveillants, ce qui a augmenté à 74 cette année. Le président Biden veut avoir une alliance de 40 pays pour freiner cette marée grandissante. Nous vivons dans un nouveau monde où les cybercriminels collaborent ouvertement. Ils sont très organisés. Ils utilisent la technologie pour réduire le coût d'entrée. Ils sont en train de partager des outils de piratage à une plus grande base de consommateurs avec beaucoup d'anonymat et des profits alléchants. Évidemment, nous avons atteint un point de rupture. Les entreprises, les établissements, les individus, les gouvernements doivent intervenir. Comment peuvent-ils évoluer dans un environnement à risque de façon efficace en termes de coûts? Est-ce que la bonne protection de cybersécurité est encore abordable? La prochaine génération d'outils de protection évolue. Nous allons avoir besoin de solutions alimentées par l'intelligence artificielle, rapide, agile, polyvalente,
viable économiquement et infonuagique. Le Canada doit embrasser un écosystème de technologie qui intègre de la gestion avancée d'identité et des capacités d'inspection de circulation. La technologie et les chefs d'entreprise le reconnaissent. Il faut appuyer sur le bouton de réinitialisation sur les plans de cybersécurité. L'une des solutions préférées est une architecture de zéro confiance alimentée par un moteur à zéro confiance dans un écosystème d'informatique de périphérie. Cette solution cache le réseau d'entreprises de l'Internet. On ne veut pas attaquer ce qu'on ne peut pas voir et déconnecte les utilisateurs et les appareils de se connecter directement au réseau d'entreprise, ce qui élimine les mouvements latéraux, ce qui est nécessaire pour des grandes infections et le déploiement de rançons logiciels. Et un moteur zéro confiance va valider, isoler chaque accès pour limiter l'exposition d'identité compromise, comme un nom d'utilisateur, un mot de passe volé. Certaines solutions zéro confiance peuvent offrir des technologies d'isolement de furteurs pour protéger les appareils personnels qui n'ont pas de mesures de protection adéquates. Les appareils d'Internet des objets peuvent se connecter directement à un moteur zéro confiance pour éliminer les logiciels malveillants servant à créer des réseaux de robots. Des objets de l'Internet des objets peuvent créer une porte d'entrée arrière de votre réseau en contournant vos mesures de défense. L'industrie a plusieurs exemples d'objets de l'Internet des objets compromis, comme des thermostats, des caméras de sécurité ou des machines distributrices qui se connectent à l'Internet et à votre réseau avec de mauvaises mesures de protection. Zscaler offre le plus grand furteur zéro confiance. Pour vous montrer sa taille, Zscaler traite un volume actuel 15 fois plus grand que les recherches de tout Google. Joe Biden a mandaté le gouvernement fédéral à adopter une architecture zéro confiance ou zéro trust. Il y a beaucoup d'intérêt pour cette technologie. J'en ai parlé à différentes entreprises. Pourquoi? Il faut absolument se tourner maintenant vers les solutions zéro trust ou zéro confiance, ce qui peut établir des fondations solides pour appuyer les aspirations numériques de votre organisation, une transition vers un environnement sans mot de passe dont nous avons parlé précédemment. Je vois ça comme la prochaine grande tendance et cible de notre industrie. Nous allons entendre parler de SASE, un acronyme pour Secure Access Service Edge. Ce sont des technologies qui comprennent un moteur zéro confiance et CASB, le courtier d'accès à Internet, la technologie d'isolement de furteurs et des technologies de pare-feu avancées. L'objectif est de trouver un fournisseur qui peut assurer ces fonctions et éliminer cette vulnérabilité entre les différents fournisseurs qui peut être exploitée facilement. Il faut s'adapter et bouger rapidement pour protéger nos entreprises, nos services, nos établissements et les agences gouvernementales. Avons-nous les bonnes capacités pour faire cette transition? Est-ce que nous pouvons faire la transition vers une architecture zéro confiance dans un écosystème SASE rapidement? Un des plus grands facteurs qui va limiter l'adoption de ces architectures au Canada, c'est la lacune en compétences. 82 des organisations à l'échelle mondiale ont souligné qu'elles avaient des lacunes de compétences informatiques. 77 des entreprises trouvent que les programmes de formation d'aujourd'hui ne préparent pas les diplômés à ce secteur qui grandit rapidement. La rétention des personnes compétentes au Canada et la création de bassins de personnes compétentes
sera un défi avec des estimations autour de 1,5 million de postes en cybersécurité qui ne sont pas comblés à l'échelle mondiale. Il faut éviter d'enseigner des compétences désuètes, des cadres et des modèles dépassés, alors que nous allons devoir regarder la cyber-réinitialisation. Les prochaines compétences doivent regarder la sécurité infonuagique, le SASE et autres compétences avancées. Chaque université a un programme de cybersécurité. Cependant, je doute de l'actualité du programme de formation avec cette industrie qui se transforme rapidement. L'augmentation de la demande pour les compétences en cybersécurité avec les effets de la COVID a déstabilisé le marché. Un rapport récent de McKinsey fait référence à la grande attrition, suggérant que 40 de tous les employés considèrent un changement d'employeur au cours des 6 prochains mois. Nous le voyons déjà dans le marché cybernétique canadien très concurrentiel avec un plus grand roulement. Les employeurs canadiens doivent se concentrer sur le recrutement et la rétention de ces employés en cybersécurité fort utiles. À qui appartient la cybersécurité dans les organisations? L'attitude change. La cybersécurité, ses protections, ne reposent pas seulement sur le service de TI. Le conseil d'administration et les autres comités comprennent que la cybersécurité est un risque qu'il faut régler de façon technologique et stratégique avec le financement et l'imputabilité de la part des cadres. C'est une question transversale dans les organisations. Chaque employé a sa part de responsabilité en cybersécurité. Dans une étude de 2020, qui a conclu que 66 des PDG affirment qu'ils contournent les politiques et procédures de cybersécurité pour économiser du temps et se simplifier la vie, malgré que 84 des cadres ont affirmé avoir été ciblés au moins une fois cette année par une cyberattaque. La cyberéducation et sensibilisation est obligatoire dans certaines industries. Ça fait partie du processus de recrutement pour certaines entreprises. Il ne faut jamais sacrifier la sécurité pour la vitesse. Il y a encore beaucoup de travail à faire pour qu'on puisse intégrer ce concept dans la culture d'organisation qui voit la vitesse comme une arme stratégique depuis des décennies. Une violation peut être très coûteuse, détruire la confiance dans la marque et avoir des répercussions qui ne peuvent pas être corrigées sur l'organisation. Il faut pouvoir faire des évaluations de risques et déterminer s'il y a assez de financement de solutions pour les cyberprogrammes, pour protéger les clients, les employés et l'organisation en général. J'ai vu des données probantes démontrant le changement dans les plans de relève pour refléter ces nouvelles compétences. Pour des chefs d'entreprise qui n'interviennent pas, la négligence peut mener à des poursuites et l'imputabilité des membres du conseil d'administration. Le 12 novembre, l'autorité de protection hollandaise avait dû payer une amende de 400 millions d'euros à cause d'une filiale de KLM qui n'a pas protégé l'information des passagers. Le piratage remontait à 2019. L'infraction a été déclarée en 2020. Après une enquête, on a trouvé qu'il n'y avait pas assez de complexité des mots de passe, il n'y avait pas d'authentification à deux facteurs, il y avait une connexion directe au réseau d'entreprise, il n'y avait pas d'isolement ou de segmentation pour freiner le mouvement latéral. Le pirate avait accès à tout le réseau et a pu exfiltrer différents détails sur les clients en violant les règles sur la protection des renseignements privés de la Commission européenne. La semaine dernière à Toronto, on a confirmé que la grande cyber-réinitialisation a commencé. Elle génère une demande d'entreprise qui cherche à mener une évaluation de cybersécurité de la part d'une entreprise comme la sienne à Toronto
afin de pouvoir remettre à zéro la planification en cybersécurité. Le 14 novembre, un rapport du Journal Star a montré que la TTC travaillait sur une nouvelle évaluation de base de la cybersécurité, puisque leur incident entame sa troisième semaine après l'attaque de rançon logiciel, en disant que la TTC progresse bien pour pouvoir rétablir ses systèmes, mais éprouve encore certaines difficultés. Si la direction devient de moins en moins à l'aise, imaginez les membres du conseil d'administration. La responsabilité d'entreprise et personnel est en jeu pour protéger le bien-être d'entreprise. La cybersécurité est un des trois plus grands enjeux avec ESG et la diversité. Dans l'industrie, le sentiment grandit pour ajouter des mesures de gestion de risque en cybersécurité dans les compétences des membres du conseil. L'Institut des directeurs d'entreprise a consacré tout un après-midi dans leur programme de formation pour adresser la cybersécurité et le risque. C'est bien que ce sujet est maintenant amené à ce niveau. Ce n'est pas une question de savoir si vous allez subir une attaque, mais plutôt de savoir à quel point vous êtes bien préparé pour limiter cette attaque. Les équipes de gestion et les conseils d'administration se demandent s'il y a un plan d'intervention. Est-ce qu'il faut payer les rançons? Est-ce qu'il y a un plan de confinement dans les médias? Est-ce que l'organisation pourra contenir la désinformation après une attaque? Est-ce que les employés savent quoi faire en cas d'attaque? Est-ce qu'il faut tester le plan régulièrement? Comment éviter le risque de recours collectif en cas d'attaque? Ce sont des questions pertinentes et difficiles à répondre. À partir de mes recherches et de mes entretiens, je peux vous dire que nous sommes arrivés à la croisée des chemins dans l'industrie. La technologie et les chefs d'entreprise doivent prendre des définitions qui vont définir la suite des choses. Est-ce que nous voulons continuer d'intégrer des solutions de cybersécurité disparates qui ont été achetées pour mitiger certains risques dans un modèle désuet avec des politiques incohérentes? Ou est-ce qu'il faut appuyer sur le bouton de réinitialisation sur nos plans actuels et adopter des nouvelles architectures de cybersécurité pour protéger l'organisation dans l'avenir? Ce dilemme de cybersécurité pourra déterminer la réussite des entreprises. De nouvelles architectures vont offrir des fondements sécuritaires évolutifs pour pouvoir réaliser les aspirations numériques de l'entreprise. Mais est-ce que la gestion va allouer des ressources rares à cette transformation? Est-ce que nous allons comprendre que la sécurité n'est plus seulement reliée au réseau? La grande cyber-réinitialisation a commencé. La technologie et les chefs d'entreprise montrent un appétit insatiable pour les architectures zéro confiance et un écosystème SASE. Nous allons avoir besoin de personnes armées de compétences en cybersécurité infonuagique pour suivre les 8 phases critiques. Premièrement, cacher le réseau d'entreprises de l'Internet. On ne veut pas attaquer ce qu'on ne voit pas. Deux, empêcher tout utilisateur, appareil ou appareil d'Internet des objets de se connecter directement au réseau d'entreprise. Éliminer le déplacement latéral pour éviter les infections latérales. 4, inspecter toute circulation de logiciels malveillants avec des outils sophistiqués d'intelligence artificielle. 5, avoir la gestion d'identité et de l'authentification de facteurs. 6, mettre en place une architecture à zéro confiance avec un concept renforcé de proxy, mettre en place un moteur zéro confiance dans un écosystème SASE qui va tirer profit des investissements précédents. 8, éduquer les employés, la gestion et le conseil d'administration quant à la cybersécurité et tester les capacités de cybersécurité, les plans d'intervention. Il faut lutter contre des criminels sophistiqués avec des nouveaux outils sophistiqués
en augmentant la sensibilisation à tous les niveaux dans l'organisation. La pandémie a accéléré la transformation numérique en augmentant la barre technologique pour chaque entreprise. Nous avons été dans un monde où tout le monde est invité à faire partie du club technologique. Nous sommes tous des perturbateurs technologiques, mais pour avoir des modèles évolutifs, les organisations appuient rapidement sur le bouton de réinitialisation et vont vers une architecture zéro confiance alors qu'ils ont des systèmes d'exploitation qui offrent l'adaptation numérique. Il est clair que la survie de plusieurs entreprises demeure dans des directeurs tournés vers l'avenir. Si vous voulez en apprendre plus sur la réinitialisation, vous pouvez communiquer avec moi sur LinkedIn. Mes articles sont publiés dans la revue CIO qui donne plus de détails. N'hésitez pas à communiquer avec moi. Je peux partager avec vous mes publications sur LinkedIn et je pourrai lire les vôtres. En conclusion, bon courage avec votre cyber-réinitialisation. J'espère que vous allez pouvoir sécuriser vos entreprises en toute confiance. N'oubliez pas que l'apparence est le résultat d'une bonne conception et l'espoir n'est pas une bonne stratégie. Merci beaucoup. Je pourrai répondre à vos questions. Merci beaucoup, Phil. Il y avait plusieurs choses à décortiquer. Nous avons des questions de nos collègues de l'Alberta pour commencer. Première question. Est-ce que l'augmentation du volume des cyberattaques signifie que les organisations particulières sont moins ciblées et c'est plutôt une attaque généralisée et une attaque opportuniste? Nous voyons de plus en plus un fossé s'établir. Il y a certains types d'attaques qui cherchent les organisations les plus vulnérables, les PME, où la rançon est plus basse, mais ces criminels cherchent le volume et augmentent leurs profits avec plus d'attaques réussies. Nous voyons des attaques plus sophistiquées sur des grandes organisations qui ont des mesures de protection plus sophistiquées, mais la rançon est plus grande. Les méthodes changent, mais honnêtement, nous sommes tous menacés d'attaque. Merci. Et pour faire le suivi là-dessus, un de nos collègues de l'Alberta nous demande si c'est une question de savoir quand il y aura une infraction. Quels sont les éléments importants à mettre en place pour limiter la gravité des attaques ou améliorer le rétablissement d'une telle attaque? Le plan en 8 points que j'ai expliqué sont des bonnes étapes à suivre pour atténuer l'attaque, des facteurs qui vont vous permettre de résister aux attaques ou dissuader les criminels. Il faut sensibiliser les employés. Les employés, le personnel sont souvent le maillon faible. Les clients peuvent être le maillon faible aussi. Il faut aussi faire en sorte que si vous sauvegardez vos données, et si vous avez des sauvegardes de vos systèmes clés, assurez-vous d'avoir des ségrégations pour éviter l'infection croisée. Les étapes que j'ai expliquées pour empêcher les personnes d'entrer dans le système et lorsque les personnes rentrent dans le système, elles ne peuvent pas s'étaler afin de ne pas pouvoir extraire l'information et propager des rançons logiciels. Voilà la solution. La défense dans la profondeur. C'est bien d'avoir des technologies qui se recoupent, ce qui complique le travail des criminels. Il faut aussi trouver des mesures de protection qui correspondent à votre modèle d'affaires et votre budget. Eh bien, je voulais soulever cette question. Vous avez parlé de l'architecture zéro confiance et le modèle SASE. Nous savons qu'il y a des personnes ici qui connaissent le coût de l'infrastructure technologique. Est-ce que vous parlez d'un remplacement entier? Pouvez-vous nous parler des modèles de coûts pour cette réinitialisation intégrale? Je comprends
que plusieurs personnes ici doivent considérer les coûts. Il y a déjà des mesures coûteuses pour l'écryptage, la sauvegarde, la gestion d'identité d'accès. Toutes ces technologies peuvent être intégrées dans un écosystème SASE avec des API ouvertes. Vous n'avez pas besoin de vous défaire de vos investissements préalables. Vous allez pouvoir trouver un moteur zéro confiance qui s'intègre à vos technologies existantes afin de pouvoir utiliser vos investissements préalables. Ce n'est pas une question de vous défaire des investissements actuels. Nos invités seront heureux d'entendre ça. Est-ce qu'il y a un secteur qui mène le chemin dans cette architecture de zéro confiance, croyez-le ou non? Les services financiers et les assureurs ont commencé à adopter cette technologie rapidement. Les marchés des capitaux aussi se sont tournés vers la technologie zéro confiance. Nous le voyons dans les services publics, des entreprises qui ont des usines réparties avec plusieurs appareils sur l'Internet des objets, des entreprises qui ont beaucoup d'immobilier, des entreprises qui cherchent la certification LEED avec des technologies vertes, des immeubles intelligents avec des appareils d'Internet des objets, des entreprises réparties avec des usines un peu partout, des bureaux d'administration décentralisés qui adoptent ce modèle puisque ça rend le modèle d'architecture en forteresse désuet. Merci. Nous avons plusieurs questions ici. Comment trouver l'équilibre entre l'inspection et le besoin de confidentialité, l'automatisation? Si vous avez un échange zéro confiance et vous avez de l'inspection en ligne, essentiellement, ce que vous allez voir, il y a un programme automatisé qui va décrypter la circulation, va inspecter les éléments attachés dans une chambre de confinement par automatisation et par logique, sans intervention humaine. On cherche des signatures qui peuvent déclencher la présence d'un logiciel malveillant. Ensuite, il y a une restructuration. Donc, tout se fait par l'apprentissage machine et l'intelligence artificielle. Très bien, merci. Phil, j'ai une question un peu plus longue. Étant donné le paysage fédéré du Canada, mais en regardant la collaboration de haute qualité, une approche nationale, quel serait un modèle réussi pour avoir un SASE évolutif qui pourrait être géré par les collèges, les universités, les cégeps et les écoles polytechniques? J'ai participé à différentes discussions récemment. J'ai commencé à constater que si chaque acteur agit individuellement, le coût sera élevé. Avec la collaboration et avec la création d'un moteur dans un écosystème SASE, il est possible de partager les licences avec les économies d'échelle, le coût baissera. Le modèle est semblable dans différentes industries. Dans le secteur des services financiers, nous avons eu ces discussions. Malgré la concurrence, il y a quand même une certaine avancée. Nous n'avons pas un moteur zéro confiance qui fonctionne pour l'ensemble d'une industrie au Canada. Ce serait intéressant. Ce serait quelque chose que j'encourage également. Je l'encourage fortement. Merci. La question sur les pratiques ZTN peuvent avoir de la résistance des gestionnaires d'anciens réseaux. Oui, j'ai mis en place une architecture zéro confiance dans 5 organisations à l'échelle mondiale. Les plus grands résistants à ce changement étaient le personnel des TI qui a cherché à protéger leur emploi. Plusieurs de ces fonctions et de ces coûts vont disparaître lorsque vous vous en remettez à un moteur zéro confiance.
il y a des personnes dans la gestion d'identité, dans la gestion d'infrastructure, des personnes qui s'occupent de la gestion de configuration. Mais ces tâches ne sont plus nécessaires à un certain point. Donc, c'est plutôt les responsables des TI qui doivent être convaincus avant de pouvoir essayer de présenter un changement d'architecture vers un moteur zéro confiance et une architecture zéro confiance afin de pouvoir la positionner comme il faut dans l'organisation. Le personnel des TI doit adhérer à cette vision. Merci. Nous avons une question. Vous avez parlé de la normalisation des fournisseurs. Qu'en est-il des chaînes d'approvisionnement comme cible? Pouvez-vous répéter la question? Est-ce que vous voyez les chaînes d'approvisionnement comme cible d'infraction pour les criminels? Si je comprends bien, vous pouvez prendre en place toutes les mesures pour sécuriser votre organisation, mais vous avez des fournisseurs clés et ces fournisseurs n'ont peut-être pas le même niveau de maturité ou les mêmes mesures de défense. Ainsi, ces fournisseurs peuvent avoir des infractions et ils se connectent à votre réseau d'entreprise. Avec une architecture zéro confiance, vous ne permettez pas à une organisation quelconque ou un autre appareil, une connexion, de se connecter directement au réseau. Il y a une segmentation intégrée dans l'architecture. S'il y a un incident dans la chaîne d'approvisionnement, vous êtes protégé. Il n'est pas possible de se déplacer latéralement dans le réseau pour propager les logiciels malveillants. C'est très difficile de gérer une chaîne d'approvisionnement. Dans mon ancien emploi, j'avais plus de 2000 fournisseurs qui variaient de petites entreprises familiales vers des grandes organisations. Les différents niveaux de maturité sont difficiles à gérer. Donc, vous pouvez seulement travailler sur le confinement. Merci, Phil. J'ai une dernière question. Cette question est de ma part. L'assurance en cybersécurité est un sujet de l'heure parmi le secteur de la recherche et de l'enseignement. Il y a des primes assez surprenantes et des exigences étonnantes. Pouvez-vous nous donner du contexte pour les collègues du secteur de la recherche et de l'enseignement quant aux primes de cybersécurité, les outils de cybersécurité? J'avais une entrevue avec un des plus grands assureurs dans la cybersécurité et cette industrie évolue rapidement. Il y a 5 ans, j'avais acheté une prime d'assurance en cybersécurité d'une grande entreprise d'assurance au Canada. C'était un peu comme le Far West. On improvisait beaucoup. Les assureurs sont plus sophistiqués aujourd'hui. Ils sont plus futés quant au risque et à la modélisation. Je vois un ratio de perte 4 pour 1. Donc, il y a même une hésitation de souscrire ces assurances. Lorsque vous commencez ces discussions, les assureurs comprennent l'importance d'un inventaire de cybersécurité. Il faut avoir une évaluation de maturité, de voir si les outils sont bien utilisés. Les assureurs veulent voir l'historique d'infractions et d'incidents. Ensuite, les assureurs vont examiner tous les potentiels pour l'avenir avant de commencer à songer à une police. Si vous cherchez à avoir une police et l'assureur détermine que vous êtes très vulnérable dans un secteur, cet aspect ne sera pas couvert dans la police. Les assureurs ne veulent pas vous assurer contre les rançongiciels. Je peux comprendre les assureurs veulent faire de l'argent. C'est un jeu de gestion de risque, mais c'est de plus en plus difficile d'acheter de la cyberassurance. Donc, l'assurance de cybersécurité n'est pas une bonne stratégie pour ne pas consacrer suffisamment de ressources pour votre propre défense. Croyez-vous qu'il y a un rôle pour l'assurance en cybersécurité dans les différents moyens de protection en recherche et en enseignement? Oui, je pense que c'est important.
mais tout dépend de l'industrie. Dans votre industrie, je crois qu'il y a une place pour l'assurance en cybersécurité. Très bien, merci beaucoup. Selon les commentaires, les questions dans le fil de discussion, je vois que vous avez suscité beaucoup d'intérêt. Merci d'avoir passé du temps avec nous. Merci d'avoir partagé votre expertise et votre vision pour la grande cyber réinitialisation. Merci, c'était mon plaisir, Catherine.